Il y a une phrase dès le début du livre de Lee Morgan, People of the Outside, qui m'a tout de suite interpellée. Il écrit: La sorcellerie possédait votre peau bien avant que vous ne pensiez la posséder. C'est une entrée en matière assez directe, hein. Ça donne tout de suite le ton pour l'analyse qui va suivre. On sent qu'on va aller loin. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le postulat de Morgan est à la fois simple et radical. En gros, il nous dit d'oublier un instant l'image d'Épinal, les chaudrons, les balais. Toute l'imagerie habituelle. Exactement. Pour lui, la figure de la sorcière n'est pas intéressante pour ce qu'elle est en elle-même, mais pour ce qu'elle nous révèle sur nous. Sur la société. C'est ça. C'est une sorte de miroir dans lequel on projette tout ce qu'on ne supporte pas de voir en nous. Les peurs, les désirs inavouables, bref, toutes nos parts d'ombre. La sorcière, c'est l'autre absolu, mais un autre qui vient de l'intérieur. C'est exactement ça. Ce n'est pas un monstre qui débarque de nulle part, c'est une part de nous qu'on décide d'expulser. D'ailleurs, l'avant-propos de Sacha Ravitch nous plonge direct dans le vif du sujet, avec un concept de psychologie. L'identification projective. Voilà, de Melanie Klein. Au premier abord, ça peut sembler un peu technique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement comment ça fonctionne ? Bien sûr. En fait, l'idée est assez intuitive. Imaginez que vous ayez en vous des pulsions, des pensées que votre conscience juge inacceptables. Une colère violente, un désir interdit ? Par exemple. L'identification projective, c'est le mécanisme inconscient qui consiste à prendre ces parts de vous, à les projeter sur quelqu'un d'autre, et ensuite à voir cette personne uniquement à travers ce filtre. En gros, on accuse l'autre de porter nos propres ténèbres pour ne pas avoir à les affronter. Ah, d'accord. Donc si je résume, on se débarrasse de notre poubelle psychique en la jetant sur quelqu'un, et cette personne devient de fait la sorcière. Exactement. Et c'est là que le mécanisme devient vraiment pervers. Une fois la projection faite, on se sent soulagé, on se sent pur. Le problème, C'est qu'on a créé un monstre. on a créé un monstre et on en a peur. On développe une peur paranoïaque que cet autre nous attaque avec les armes qu'on lui a nous-mêmes données. Du coup, on le craint, on le diabolise et on finit par le persécuter. En pensant se défendre, on punit l'autre pour ce qu'on refuse de voir en soi. C'est un cercle vicieux terrifiant. Et le livre montre bien que ce rôle de bouc émissaire, ce n'est pas juste les femmes. On y retrouve les personnes neurodivergentes, celles qui sortaient des normes de genre, de sexualité, les personnes menstruées. Tout ce qui dévie de la norme en fait. Morgan mentionne même que les premiers chrétiens étaient accusés par les Romains de choses très similaires, de rituels secrets, immoraux. Finalement, la sorcière, c'est une étiquette qu'on peut coller sur n'importe qui. C'est un réceptacle, oui. Et au cœur de toutes ces accusations, il y en a une qui revient tout le temps. La plus extrême, celle qui sert vraiment à déshumaniser. Le cannibalisme. Le cannibalisme. Le tabou absolu. Le livre insiste beaucoup dessus en rappelant que c'était aussi une accusation portée contre d'autres groupes, comme les Cathares ou les Templiers. C'est l'accusation qui vous exclut de l'espèce humaine. Mais c'est là que l'analyse de Morgan devient vraiment fascinante. Et honnêtement, assez dérangeante. Il ne se contente pas de dire que c'est une fausse accusation. Il va plus loin. Beaucoup plus loin. Il pose une question vertigineuse. Et si cette peur panique du cannibalisme était en fait une mémoire ancestrale, refoulée de notre propre passé cannibale? Attendez, une mémoire. C'est-à-dire que cette peur viendrait du fait que nous-mêmes, nos ancêtres, l'ont pratiquée ? Ça paraît fou. C'est pourtant la thèse qu'il développe et il s'appuie sur des données scientifiques. Il parle notamment de notre résistance génétique aux maladies à prions. C'est-à-dire ? Ce sont des maladies neurodégénératives, comme Creutzfeldt-Jakob, qui peuvent se transmettre si on consomme du tissu cérébral contaminé. Or, il se trouve qu'une part importante de l'humanité possède des gènes qui protègent contre ces maladies. Et selon les biologistes qu'il cite, la seule explication plausible à la diffusion de ces gènes, c'est une très très longue période de notre passé, où nos ancêtres mangeaient des cerveaux humains. C'est une information un peu difficile à digérer, si j'ose dire. Notre ADN porterait la trace de millénaires de cannibalisme ? Et il n'y a pas que la génétique, les preuves archéologiques sont là. Le livre décrit en détail les découvertes dans la grotte de Gough, en Angleterre. Des restes d'Homo sapiens vieux de 15 000 ans. Les crânes étaient méticuleusement préparés pour en faire des coupes. Des coupes. Des bols, oui. Et les os longs portent les mêmes marques de découpe que les os d'animaux chassés brisés pour extraire la moelle. Le traitement est sans équivoque. Ce n'est pas un rituel, c'est de la boucherie. Et on trouve des choses similaires sur des sites néandertaliens bien plus anciens.
Le cannibalisme, c'est une part de notre héritage. Donc la sorcière des contes qui mange des enfants, ce serait l'écho lointain de cette réalité. Et Morgane parle aussi d'un cannibalisme plus symbolique, non? Oui, tout à fait. L'accusation ne se limite pas à la chair. On accuse la sorcière de voler la crème du lait, de faire sécher les récoltes, de voler la virilité des hommes. De drainer la vitalité de la communauté? C'est ça. C'est une métaphore de la prédation. La peur que l'autre, celui qu'on a mis dehors, se nourrisse de notre substance vitale. C'est la peur d'être vidé de l'intérieur, parce qu'on a exclu. D'accord, donc on a la psychologie, la mémoire du cannibalisme, mais c'est le chapitre suivant qui m'a vraiment fait tomber de ma chaise. C'est là qu'il connecte tout ça à une théorie que je n'avais jamais entendue. Il propose que l'image de la sorcière, la caricature, eh bien ce serait un souvenir populaire des Néandertaliens. Au début, ça m'a paru complètement délirant. Comment il défend une idée pareille? C'est la thèse la plus audacieuse du livre, c'est sûr. Mais il l'étaye de façon assez méthodique. Il appelle ces populations le peuple ancien, avec qui nos ancêtres sapiens se sont hybridés pendant des millénaires. D'abord, il y a la physionomie. Si on regarde les reconstitutions du visage néandertalien, On retrouve la sorcière des contes. c'est troublant. Les arcades sourcilières proéminentes, le nez large et busqué, le menton fuyant qui fait ressortir les dents. On dirait qu'on a gardé une image, déformée par la peur, de ces autres humains. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Mais ça ne peut pas être juste une question d'apparence, si, hein? Non. Et il va plus loin. Il regarde les traits culturels associés à la sorcellerie, l'association avec la nuit par exemple. Les Néandertaliens avaient des orbites oculaires bien plus grandes, ce qui suggère une meilleure vision nocturne. Une adaptation à des climats moins ensoleillés? Exactement. Ou la gaucherie, souvent vue comme sinistre. Des études sur l'usure des dents suggèrent qu'ils étaient peut-être plus souvent gauchers que nous. Ou même ce fameux mouvement anti-horaire, le Widerschins, qui est vu comme maléfique. Morgane y voit la trace d'une culture avec une orientation symbolique différente. C'est fou. Donc l'idée de sang de sorcière, cette notion qu'il y aurait une lignée maudite ou spéciale, ce serait une métaphore de notre propre ADN hybride? C'est exactement ça. Nous sommes tous, littéralement, porteurs du sang du peuple ancien. La plupart des humains modernes non africains ont entre 1 et 3% d'ADN néandertalien. Mais c'était bien plus dans le passé. Ah oui. Le livre prend l'exemple d'Otzi, l'homme des glaces. Il a vécu il y a 5300 ans. Son génome contenait près de 10% d'ascendance néandertalienne. Il y a quelques milliers d'années, ces traits anciens étaient donc beaucoup plus visibles. Ce qui rend l'idée d'une persécution d'une lignée autre beaucoup plus concrète. D'ailleurs, il donne un exemple historique qui fait froid dans le dos, les Cagots. Oui, les Cagots, c'est un cas d'école terrifiant. Un groupe de population persécutée en France et en Espagne du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. On les considérait comme une race maudite. On disait qu'ils avaient des traits physiques distincts, pas de lobe d'oreille, une odeur. Et ils étaient soumis à des tabous incroyables. Des tabous très similaires à ceux des sorcières. Vivre à l'écart, utiliser une porte séparée à l'église, ne pas marcher pieds nus pour ne pas contaminer le sol, c'est la matérialisation de cette peur d'un peuple de l'extérieur, basée sur une différence physique et sanguine. Tout ça nous amène au cœur de la vision de Morgane. Si la sorcellerie, ce n'est pas lancer des sorts, qu'est-ce que c'est, au fond? Pour lui, c'est une pratique, une discipline. Définie par la violation consciente des tabous? C'est ça. Pas juste pour se rebeller, mais comme une méthode pour déconstruire la réalité que la société nous impose. En s'attaquant aux tabous les plus forts, on fait exploser les catégories mentales qui nous enferment. Il prend 2 exemples centraux. Le premier, c'est le sang menstruel. Il y a des tabous extrêmes là-dessus dans beaucoup de cultures. Extrême et quasi universel. Il raconte que dans certaines cultures, on enterrait les femmes jusqu'au cou dans le sable pendant leurs règles. Dans d'autres, on les suspendait dans des hamacs pour que leurs pieds ne touchent jamais le sol. Morgane y voit la peur d'un pouvoir primordial, chthonien, qui lie la vie et la mort. Et il le relie directement au concept de sang de sorcière. Le deuxième exemple est encore plus difficile à aborder. C'est le baiser en femme. Le baiser sur l'anus du diable au sabbat. C'est l'image qui a servi à dégoûter, à diaboliser. Oui, mais Morgane la retourne complètement. Il l'analyse comme une pratique spirituelle radicale, une confrontation avec l'aversion. Le but n'est pas la perversion. Non, le but est de transcender la dualité, pur et impur, désirable et dégoûtant. En embrassant volontairement ce que la société juge le plus abject, on anéantit la hiérarchie des valeurs. On cherche la non-dualité.
Il fait un parallèle très éclairant avec les agoris en Inde, ces ascètes qui méditent sur les lieux de crémation pour atteindre un état où il n'y a plus de différence entre le sacré et le profane. C'est une démarche extrême pour se libérer des conditionnements. Et cette transgression des oppositions pur, bien mal, mène au concept final de la sorcellerie selon Morgan. Une troisième voie, ni l'un ni l'autre, le sentier tortueux. Et c'est là que la boucle est bouclée de manière magistrale. Pour lui, notre nature génétiquement triple, sapiens, néandertalien, dénisovien, est le fondement biologique de cette pensée non-binaire. Nous ne sommes pas un, nous sommes une mosaïque. Une hybridation. Notre biologie elle-même est une troisième voie. C'est ça. La vision du monde de la sorcière, qui refuse les oppositions simples, ne serait donc que le reflet de notre propre nature complexe. Elle ne pense pas en binaire parce que, biologiquement, elle n'est pas une créature binaire. Donc la conclusion de tout ça est assez vertigineuse. La figure de la sorcière, loin d'être un monstre de conte de fées, c'est une porte d'entrée. Une porte vers ce qu'il y a de plus profond et de plus refoulé en nous. Notre histoire, notre génétique, nos peurs. C'est, comme il le dit, notre peuple ancien dans la pièce, cet ancêtre qu'on fait semblant de ne pas voir. C'est tout à fait ça. En étudiant ce que l'on craint le plus, on en apprend énormément sur nous-mêmes. Ce livre est une invitation très puissante à cesser de projeter cet autre dehors pour le diaboliser et à commencer à l'intégrer. À reconnaître que la sorcière, le cannibale, l'être hybride, c'est aussi une part de nous. Et pour conclure, on va laisser une dernière pensée, une question, inspirée par les toutes dernières pages du livre. Morgan suggère que si on veut comprendre cette part ancienne de nous-mêmes, la réponse ne se trouve pas que dans les livres. Elle est dans notre propre corps. C'est le seul endroit où ce peuple ancien peut encore nous parler. Alors la question qu'il nous laisse, c'est celle-ci. Si l'on arrêtait un instant de ne penser qu'avec notre cerveau de sapiens, pour écouter aussi ce que nous murmure notre mémoire du sang et des os, que pourrait-elle bien nous révéler sur qui nous sommes vraiment ?